La librairie Ombre Blanche accueillait samedi 18 janvier 2025 Rémi Pêche, professeur émérite d'histoire contemporaine et ancien président de l'université Toulouse-Le Mirail, autour de la nouvelle édition chez Privat de l'ouvrage collectif qu'il a co-dirigé avec Jean-Marc Olivier, Histoire de Toulouse et de la métropole. Il était entouré également des auteurs et autrices Jean-Marie Pallier, Agathe Roby, Pascal Julien et Caroline Barrera. Mesdames, Messieurs, citoyennes, citoyens, je suis heureux d'ouvrir cette séance en tant que directeur du livre avec mon ami Jean-Marc Olivier qui est là à ma gauche. Donc, nous avons dû sélectionner, parce que tout le monde voulait participer à cette séance et on ne pouvait décemment pas vous regarder jusqu'à minuit, là. On a fait un timing, comme on dit maintenant, avec les auteurs qui sont là autour de moi. Et nous avons donc, je les présenterai au fur et à mesure, mais déjà, certains peuvent, d'une part, se réjouir, et la preuve que vous êtes nombreux, ça prouve que vous en faites partie, puisque l'édition précédente qui est sortie en 2018, c'est-à-dire avant la Covid, ces éditions ont été épuisées. Donc, il y avait un besoin, et vous savez, dans les éditions, il faut parfois avoir de la patience et parfois aussi avoir de l'impatience. C'est ce qu'on a eu, et on a obtenu avec donc la possibilité de faire une conclusion un peu élargie qui a permis de prendre en compte quelques éléments de l'intervalle, c'est-à-dire de 2018 à 2024. Alors bien entendu, un ouvrage monument pareil ne peut pas se faire avec simplement 2 ou 3 personnes. Et nous avons choisi les spécialistes les plus connus, les plus reconnus surtout, des questions successives. La plupart exercent à l'université Jean Jaurès. Ce qui va également vous réjouir, et qui est normal, puisqu'on est à Toulouse, et que c'est notre université. Alors, donc, je vais introduire d'abord Jean-Marie Pallier, qui est à ma droite, qui est archéologue et historien de l'Antiquité, et qui va nous parler du passé antique de Toulouse, très important, puisqu'on s'y réfère constamment. Ensuite, Agathe Roby, qui est tout à fait à ma droite, et qui évoquera le Moyen-Âge avec une attention particulière aux problèmes féminins. Ensuite, Pascal Julien, qui est le directeur du département d'histoire de l'art. Oui, c'est fini, mais enfin, dans mon esprit, c'est toi le directeur, qui évoquera les problèmes artistiques qui sont à Toulouse, effectivement, qui font partie de l'image de marque de Toulouse. Puis Caroline Barrera, qui est ici à ma gauche, évoquera les problèmes de l'université, qui, elle aussi, est une marque de Toulouse. Et puis Jean-Marc évoquera les problèmes de l'aéronautique, qui est le secteur en pointe aujourd'hui, à travers diverses traverses, on peut dire, récentes ou anciennes. Et puis voilà, bon, peut-être j'ai quelques mots pour conclure, mais pour le moment, je fais la passe à mon ami Jean-Marie, qui va vous évoquer l'Antiquité. Merci Rémi. Je crois que nous avons 5 à 6 minutes. Dans l'invitation que j'ai reçue, on m'a dit on parle chacun 5 à 6 minutes. Mais qu'ensuite, comme vous serez passionné par ce qu'on aura dit, vous aurez beaucoup de questions. Donc on sera très libre. Alors, celui qui doit parler d'Antiquité, à propos notamment de l'histoire de la ville de Toulouse, est à la fois favorisé, oui, mais je vais commencer aussi, puis il est défavorisé par le fait que cette ville est, à nos yeux, à notre regard, une petite ville,
peu peuplée, je le dirais, au maximum 20 ou 25 000 habitants, alors qu'aujourd'hui on dépasse Lyon, si j'ai bien compris, avec plus de 500 000 habitants, et que, par ailleurs, nos sources d'information sont infiniment plus faibles que celles que l'on a pour les périodes postérieures, notamment à mesure qu'on se rapproche de la période contemporaine. En revanche, on a un privilège, c'est que je peux vous parler dans les 4 minutes 30 qui me restent de Toulouse, Tolosa. J'y reviendrai tout à l'heure. Pourquoi Tolosa, vous verrez. Et pourquoi on est passé au nom de Toulouse ainsi. Donc Tolosa, c'est la naissance de la ville. Et par ailleurs, je passerai à ma successeuse, je ne sais pas comment il faut dire, en disant que moi, j'ai le privilège de parler de la naissance et de l'héritage. Si Toulouse n'avait pas été fondée dans l'Antiquité par l'empereur Auguste, nous ne serions pas là aujourd'hui, ou en tout cas, Toulouse ne s'appellerait pas Toulouse. Alors, en quelques mots, de quoi s'agissait-il autour de l'année 2020 ? Il s'agissait de reprendre, ça avait déjà été fait à diverses reprises, depuis en gros de l'an 2000. On avait commencé à se dire qu'on disposait d'un livre qui reste aujourd'hui très important, qui a été fondamental, qui était le livre de Michel Labrousse, professeur d'histoire ancienne à l'université, patron de l'archéologie, c'était l'époque où on pouvait être patron de diverses choses, et son épouse était conservatrice du musée Saint-Raymond, c'est dire. Donc, je reviendrai tout à l'heure sur l'importance pour nous, antiquisants, du musée Saint-Raymond. Donc, le livre de Michel Labrousse est fondamental, et il portait comme titre, c'était vraiment un beau choix, Toulouse antique, des origines à l'établissement des Visigoths. Les origines, la naissance, l'établissement des Visigoths, le transfert au Moyen-Âge, le 5e siècle, qui, nous le verrons, on le sait aujourd'hui encore plus que du temps de Michel Labrousse, a été un grand siècle de l'histoire de Toulouse. Le siècle suivant, hélas, ça a été un peu plus triste. Alors, en ce qui concerne donc l'origine, qu'est-ce que nous disons dans ce livre? Qu'est-ce que j'étais amené à dire? Mais parmi d'autres, je suis le porte-parole d'un groupe nombreux, évidemment, d'historiens, d'archéologues, de latinistes, d'épigraphistes. Mais je dis tout de suite que, par exemple, Toulouse est extrêmement pauvre en inscriptions. On doit en être à 25 à 30 inscriptions à Toulouse. À Narbonne, je crois qu'il y en a 1500. À 200 près, peu importe. Enfin, en tout cas, il y en a un nombre colossal. Et le Narbovia, aujourd'hui, met ça en valeur depuis quelques années. Et si on regarde du côté de Lyon, ou de villes qui nous paraissent aujourd'hui un peu secondaires, comme Vienne, on a des villes où il y a des centaines, et souvent plus de 1000 et quelquefois plus de 2000 inscriptions. Il y a diverses raisons à cela, probablement aussi le manque de pierres à Toulouse, mais qui en même temps explique la richesse en briques. Donc, peu d'inscriptions et relativement peu de textes. Beaucoup de textes, pas mal de textes, évoquent Narbonne, comme ils évoquent Lyon, parce que Narbonne est la capitale provinciale. Relativement peu de textes évoquent Toulouse. Donc l'essentiel de nos données repose sur l'archéologie. Mais si les archéologues, on les laisse tout seuls, on n'aura pas des résultats historiques tout à fait satisfaisants. Donc je le dis d'un mot, mais ça vaut pour les autres périodes, mais encore plus, je crois, pour l'Antiquité. On est dans un travail, dans une nécessité de pluridisciplinarité. Une espèce de jargon que nous aimons bien. On prononce le mot tout le temps et on n'en fait pas assez. Et là, nous y sommes contraints. Alors, sur quoi est-ce que j'ai été amené à insister? Sur d'importantes découvertes grâce à l'archéologie préventive, qu'on appelait autrefois archéologie de sauvetage, qui représente aujourd'hui, sans doute de manière excessive, mais c'est comme ça, 80 à 90% de ce qui se fait en archéologie en France, c'est-à-dire l'archéologie qui vient se greffer sur un projet d'aménagement du territoire. Le projet un peu célèbre parce qu'il pose des problèmes, c'est l'autoroute de Castres, par exemple. Donc, on a là un aspect essentiel avec le fait que l'archéologie préventive est intervenue à la caserne Niel, le secteur de Saint-Roch, de manière importante, et nous a révélé Toulouse tectosage, c'est le premier mot qu'il faut retenir, tectosage, ce qui en gaulois, en langue celtique, signifie les chasseurs de terre,
les razzieurs de territoire, les rapteurs de territoire. Ils se donnent à eux-mêmes ce nom. Ou alors c'est leurs ennemis qui les ont appelés comme ça. C'est possible aussi, on n'en sait rien. Mais en tout cas, tectosage, c'est un mot, les Volques. Tectosage, c'est un mot gaulois. J'insiste parce que vous allez voir que Toulouse, c'est un carrefour de langues et de cultures très tôt, et c'est aussi une des forces de notre héritage ici. Donc, les Volques tectosages, et essentiellement à la fin du IIIe siècle, et surtout au grand IIe siècle avant Jésus-Christ, les fouilles de la caserne Niel ont permis de comprendre, par la présence de très nombreux amphores, par une fouille en stratigraphie qui permet d'aboutir à des chronologies archéologiques, que ce IIe siècle avait été un grand siècle pour les Volques tectosages et que vraisemblablement, et c'est là encore un sujet de débat, j'y insiste, il y a des sujets qui sont en débat, tout le monde n'est pas d'accord, mais que vraisemblablement au IIe siècle avant Jésus-Christ, donc dans les années entre 200 et, je vais fixer une date, 106 avant Jésus-Christ, la capitale de ce qui n'est pas encore une cité au sens romain, mais ce qui est un ensemble de sites, et probablement de 4 sites, et si vous avez des questions à me poser là-dessus, vous attendez la fin de la séance. Pourquoi 4 sites? Ça, c'est une idée à moi. Donc, c'est probablement la capitale, et en 106 avant Jésus-Christ, il y a une guerre dans laquelle Rome est impliquée, et entre des adversaires de Rome qui sont en Gaule, et chacun a à choisir son camp. Et les tectosages ne choisissent pas le bon camp. Ce qui fait qu'ils sont vaincus et que la cité est abandonnée. L'archéologie prouve qu'autour de 100 avant Jésus-Christ, il n'y a plus de présence. Il y en aura un peu par la suite, mais ça cesse, la présence humaine cesse. Et le site le plus important devient l'oppidum de Vieille-Toulouse, qui lui était occupé depuis le IIe siècle, lui aussi, mais qui, dans le courant du 1er siècle, devient un site à peu près totalement latinisé. Alors je disais très peu d'inscriptions à Toulouse, mais il y en a une qui est magnifique, c'est celle de 47 avant Jésus-Christ, qui est la deuxième plus ancienne inscription latine de la Gaule, et qui prouve l'existence de commerçants. Donc, ce sont des esclaves, ce sont des affranchis, mais ce sont des commerçants, et ce sont des commerçants originaires notamment de Campanie, d'Italie du Sud. Que croyez-vous qu'ils apportent d'Italie du Sud? Les fameuses amphores qu'on trouve par dizaines, par centaines de milliers, enfin, au moins les tessons, sur le site de Toulouse en général. Les amphores vinaires, hein, donc le vin venu des grands sites de l'Italie du Sud. Donc nous avons cette réalité, et vous le voyez, une inscription latine, un temple à la romaine. Vieille Toulouse est déjà latinisée, pré-romanisée. Et puis survient en 31 avant Jésus-Christ la bataille d'Actium. 4 ans après, Octave devient Auguste. Et c'est autour de cette date, mais on ne sait pas quand exactement, que la décision est prise, peut-être un peu après, de fonder une nouvelle ville, mais vraiment une ville romaine cette fois, une civitas, une cité, et c'est sur l'emplacement du centre de Toulouse aujourd'hui. La cité romaine est parfaitement définie, la place du Capitole, c'est la porte nord, hein, celle qui a été détruite quand on a creusé le parking en 1971, et puis la porte narbonnaise, vous voyez où c'est, le palais de justice au sud, puis naturellement la Garonne d'un côté et Saint-Étienne ou à peu près de l'autre. Voilà, et c'est le site de Toulouse antique. Donc, ceci est bien connu. Pour moi, ce qui reste un mystère, c'est pourquoi on a attendu aussi longtemps pour s'installer là. Là, j'aimerais un jour qu'il y ait un séminaire contradictoire où chacun expose les raisons. Moi, je ne les vois pas très bien. Pourquoi est-ce que c'est si tard qu'on est venu s'installer dans ce site qui nous apparaît après coup comme le site idéal pour traverser la Garonne, etc., etc. Voilà un peu pour ces données, mais ce sont surtout, vous le voyez, les fouilles qui ont apporté du neuf et qui ont fait mieux comprendre les vestiges et la fameuse inscription. Donc des gens qui sont romanisés, mais des gens aussi dont on s'aperçoit, grâce surtout aux fouilles de la caserne Niel, qu'ils comportaient des Grecs. D'où venaient-ils? De Marseille, de la région de Marseille. Je m'arrête, hein, j'en suis déjà à 7 minutes. Donc il n'y a plus que 2 minutes pour vous parler des 3 siècles qui suivent. Donc
vous le voyez, vous avez déjà préparé vos questions pour la suite, donc je n'ai pas grand-chose à dire, mais ça va aller très vite. Les peuples heureux n'ont pas d'histoire. 1er, 2e siècle, très peu de données, à part le fait que le rempart est aujourd'hui, la Brousse s'était trompée, et le rempart est daté de l'époque d'Auguste ou de Tibère, donc dès la fondation de la ville. Et en revanche, ce qui se passe dans le courant, à la fin du IIe siècle, Toulouse devient Palladia Tolosa, grâce malheureusement à un empereur qui ensuite a vécu la damnatio memoriae, on a condamné sa mémoire, donc on a fait comme si on ne se souvenait pas. C'est Toulouse, ville de palace, et parmi les gens qui étaient à Toulouse depuis longtemps, les fameux Grecs, je vais parler des Grecs de Marseille tout à l'heure. Donc Palladia Tolosa. Au IIIe siècle, un épisode important. J'ai fini. Au IIIe siècle, un épisode important, 250, Decius. Oui, mais il m'a toujours coupé la parole, c'est pas grave. Decius, avec son édit contre les chrétiens de fait, et l'épisode saturnin. Épisode important, Saturnin est probablement, je le crois, c'est pas encore sûr, originaire d'Afrique du Nord, et ça correspond au moment où les premières amphores arrivant à Toulouse, arrivant d'Afrique, arrivent à ce moment-là. Donc vous avez une coïncidence qui est forte. Je pense que Saturnin faisait partie des commerçants. Donc la religion passe aussi à travers des transferts de commerce. Et puis, je n'en parlerai pas, mais on sait aujourd'hui que c'est extrêmement important et aujourd'hui beaucoup mieux connu, le grand 5e siècle des rois wisigoths. Merci Jean-Marie, tu as passionné ton auditoire. Bon, alors maintenant, c'est à toi, Agathe, de reprendre c'est bon, j'ai la pris un parole micro. sur le Moyen-Âge et les problèmes féminins que j'ai déjà esquissés dans ma présentation générale. Agathe, qui est un nom grec, qui veut dire bonne, belle, formidable. Ah, incroyable. Et qui a une histoire qui est en rapport avec ma thèse. Alors, je n'avais pas forcément l'intention de parler du sujet féminin auquel tu fais allusion, Rémi, mais peut-être que j'en parlerai à la fin. Donc, j'ai la lourde tâche de devoir vous résumer 1000 ans d'histoire en 5 minutes. Donc, j'ai calculé, ça fait 200 ans à la minute, et je viens déjà, en vous disant cela, de perdre 50 ans. Donc je vais simplement vous rappeler quelques faits saillants qui vous donneront peut-être envie de consulter un peu plus précisément cette période passionnante qui est le Moyen-Âge, et que j'ai co-rédigé avec mon collègue Gérard Pradalier, qui s'est occupé du premier Moyen-Âge et moi de la seconde partie du Moyen-Âge. Alors le but, c'était de réactualiser les connaissances via les articles de nos collègues sur la vie au Moyen-Âge depuis... c'était il y a 20 ans que la dernière histoire de Toulouse avait été parue, et les apports, Jean-Marie Paillet l'a dit, sont principalement venus des recherches archéologiques qui nous ont permis, grâce aux différents chantiers, mais ça a déjà été dit, plusieurs découvertes. Donc on commence, mais on va éluder la période wisigothique. Donc Toulouse est la capitale wisigothique jusqu'en 507 et va passer ensuite sous l'occupation franque pendant plusieurs siècles. On va avoir très peu d'informations. Toulouse est une place forte qui va tenter d'être conquise par les Vascons, par les Goths, puis par les Berbères et les Arabes sur la première partie du Moyen-Âge, et ce qui fait sans doute que les questions de sécurité ont, durant toute la période, beaucoup préoccupé les Toulousaines et les Toulousains. Donc le livre, il s'articule, la partie sur le Moyen-Âge s'articule en 3 grands axes: cette période du Haut Moyen-Âge, et puis une deuxième période qu'on peut qualifier de période comtale, avec donc une assise des contes des fameux, la période des Raymond, une assise des contes sur Toulouse et ses environs. On est dans un moment où il va y avoir de nombreux défrichements autour de Toulouse et une activité agricole qui va se développer. Toulouse n'est pas, il faut s'imaginer à cette époque, n'est pas une ville complètement urbanisée, pas du tout, loin de là, et même à la fin du Moyen-Âge.
Et on va constater un essor urbain qui va commencer aux alentours du XIe, XIIe siècle avec un afflux d'une population ouvrière qui va arriver à Toulouse. Alors je ne sais pas si vous le savez, la ville de Toulouse à cette époque-là, elle est divisée en deux parties. La cité et le bourg, donc la cité dans lequel se concentrent, mais alors très schématiquement, hein, parce que c'est plus complexe que cela, mais les activités, disons, économiques et laïques, et le bourg qui est considéré comme le centre du pouvoir ecclésiastique. Mais il faut s'imaginer que dans cette ville, en fait, il y a une superposition de plein de pouvoirs différents. On voit des seigneuries laïque, des assises ecclésiastiques, la sauveté comtale, et puis c'est le moment où vont apparaître nos chers capitouls. La naissance du capitoulat, c'est 1152. La première fois qu'on le voit apparaître, même si on pense que son apparition est peut-être plus ancienne, apparaît sous le nom de commun conseil de la cité et du bourg. Alors au départ, il y a 6 capitulaires, ça va bouger, il va y en avoir 6, 8, 12, ça évolue durant tout le Moyen-Âge, et ce capitoulat, vous le savez peut-être, se termine, mais là je déborde, à la Révolution française en 1789. Donc au départ, les relations entre ces capitouls, qui sont en fait en quelque sorte, si on veut faire un parallèle très grossier, des sortes de maires de quartier, hein, qui vont chacun avoir une zone qu'ils gèrent. Les relations entre les capitouls et le comte se passent relativement bien. Pourquoi ? Parce que le comte, il est globalement pas là. Donc finalement, tout se passe bien entre ces deux entités de pouvoir. Et puis le comte Raymond V va revenir, et les choses vont se gâter quand il va décider de répudier sa femme, Constance, qui était la sœur du roi Louis VII. Et on va basculer dans un fameux moment dont vous avez sans doute entendu parler, de la croisade des Albigeois. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il va y avoir une instrumentalisation d'accusations d'hérésie pour discréditer les adversaires de Raymond V. Il y a une mission pontificale qui va s'installer pour fragiliser certains des capitouls, dont l'un d'entre eux s'appelle Pierre Morand. Je ne sais pas si vous voyez où est la tour Morand qui est située. Oui, je vois que c'est ici, donc rue du Thor, Pierre Morand, accusé d'hérésie, s'est vu couper sa tour, hein, puisque la hauteur des tours est un symbole de pouvoir. Donc une mission pontificale et donc une inquisition qui se met en place. Donc les choses se compliquent entre le comte et les capitouls. On va avoir une révolte en 189, et les capitouls vont être en quelque sorte, je vais très vite, hein, encore une fois, 5 minutes, 1000 ans, je fais des grands traits, hein, vous m'excusez. Donc les capitouls se libèrent de l'autorité comtale, et c'est le moment où qu'on qualifie de l'âge d'or du capitoulat, donc qui va se dérouler, qui va durer 30-40 ans. Donc on est au 12e, à la fin du XIIe siècle, début du XIIIe siècle, où c'est le moment où les capitouls vont avoir le plus de pouvoir, en gros, sur la ville et sur les Toulousaines et les Toulousains. Et puis, c'est à ce moment-là aussi que s'installe la croisade des Albigeois. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On a un évêque assez énergique qui arrive, qui s'appelle l'évêque Foulques, et qui décide de combattre les hérétiques. Raymond VI est excommunié car il est accusé de protéger les hérétiques, et les choses se gâtent encore plus quand le légat du pape qui a excommunié Raymond VI est assassiné. Donc là, vous vous imaginez bien que ça ne plaît pas du tout au pape, qui décide de mener une expédition militaire, et on assiste à une croisade en terre chrétienne. Et donc après, je ne vous refais pas l'histoire, hein, y a Simon de Montfort qui arrive, etc., etc. Et je passe parce qu'il se trouve qu'en ce moment à Toulouse, il y a une magnifique exposition qui s'appelle Qatar, qui est finie. Mince. Bon, alors, pour celles et ceux qui ne l'ont pas vue, elle se délocalisera ailleurs qu'à Toulouse. Vous avez un magnifique catalogue, et cette exposition a été passionnante pour justement sortir des stéréotypes qu'on a sur le qatarisme, et qui a été dirigée notamment par Laurent Massé
et leur barté, qui était vraiment intéressante. Donc cette croisade des Albigeois, elle se termine par le traité de Meaux. On est en 1229 et c'est une humiliation pour le comte de Toulouse, donc Raymond VII, qui est dépossédé de la plupart de ses territoires. Il va vraiment garder uniquement Toulouse. Il va y avoir une cérémonie très humiliante à Notre-Dame de Paris, où on va le forcer à marier sa seule héritière, Jeanne, à Alphonse de Poitiers. Et donc, en fait, on va passer à ce moment-là dans une autre période, c'est-à-dire que Toulouse va devenir la fidèle, l'orthodoxe, la fidèle au roi de France. On va la qualifier de bonne ville du royaume. 1229, mais tu en parleras peut-être, c'est le moment aussi de la création de l'université de Toulouse, qui est là aussi pour lutter contre l'hérésie. Donc Toulouse devient une bonne ville du royaume, et donc on va rentrer dans la dernière phase du Moyen-Âge, celle qui est souvent vue d'un mauvais œil parce qu'on a l'impression que tout le monde mourait de la peste, qu'il y avait la guerre, il y avait des crues, des incendies, ce qui est vrai, mais Toulouse vit quand même. Elle devient une bonne ville du royaume et elle devient la capitale administrative du Languedoc. Pourquoi ? Puisque à la fin du Moyen-Âge, on va avoir un parlement qui va s'installer à Toulouse. Il faut savoir que le Parlement de Toulouse est le premier Parlement de province à s'installer, donc après le Parlement de Paris, et qui va rendre justice en seconde instance. C'est Capitoul qui rend justice en première instance. Et ça va faire qu'on va avoir un afflux de magistrats, d'une population, de greffiers, de toute une population qui va être formée sur les bancs de l'Université de Toulouse, mais pas que, et qui va arriver à Toulouse. Et cette période-là, ça va être une période, je ne sais pas si je suis dans mes 5 minutes encore, je me rends pas du tout. Oh là là, c'est catastrophique. Non, mais j'ai fini. C'est une période où les capitouls vont perdre du pouvoir jusqu'à se retrouver simplement avec des missions de police urbaine pour aller très vite. Et donc la royauté va asseoir de plus en plus son autorité. Il va y avoir des épisodes où même le capitoulat va être supprimé. Il y a la fameuse affaire Amaury-Béranger, qui est un petit fait divers très intéressant qui a eu des conséquences catastrophiques pour le capitoulat, des grandes révoltes, etc. Et comme je vous le disais, quelques bévues à Toulouse, et j'en termine là-dessus, avec des crues qui emportent tous les ponts globalement de Toulouse au XVe siècle, et puis le grand incendie de 1463 qui ravage les 2 tiers de la ville et qui part d'une boulangerie qui était située rue Maltache. C'est une période où aussi l'économie se développe. Après, Toulouse est une ville de seconde zone sur ce territoire-là. Mais elle va connaître, et c'est là ma transition, elle va connaître un âge d'or à la fin à partir du XVe siècle, en fait, avec l'arrivée du pastel. Et je passe donc la parole pour l'époque moderne. À qui ? À toi. C'est bon, mais Pascal, oui. Je vais bien sûr centrer sur les manifestations artistiques qui sont toujours revendiquées, puisque actuellement Toulouse a obtenu un label pour la musique, un label international de l'UNESCO. Au siècle avant-dernier, la salle des illustres montre bien à tous les Toulousains que l'art, la peinture est quelque chose de très important et qui a été décoré uniquement par des artistes toulousains. Donc je crois que on voit cela, et les sculpteurs, bien entendu. Mais ça, c'est... Allez. Je pense que Pascal va nous en parler. Parlons-en. Parlons-en donc. Oui, on parlait... Pour ma part, donc 16e, 17e, 18e siècle, la question du fait artistique. Mais je vais le mettre tout de suite en rapport avec la période antique comme la période médiévale, avec une caractéristique particulière de Toulouse quand même, c'est la proximité des Pyrénées. Et par là même, la proximité avec des mines d'or et de métal, et la proximité avec des carrières de marbre utilisées depuis l'Antiquité. Les marbres dont on a parlé du musée Saint-Raymond, il faut aller voir les extraordinaires sculptures de Chiragan au musée Saint-Raymond, comme les extraordinaires sculptures de Saint-Cernin, que ce soit chapiteaux, tympans, tables de Bernard Gilduin ou autres,
qui montre que c'est une caractéristique très particulière. Une ville qui dispose de matériaux d'exception va avoir une continuité artistique à nul autre pareil. Voilà. Comme Vasari se flattait du fait que Florence ait eu les carrières de Carrare qu'aurait créé Michel-Ange. Alors, on n'a pas eu Michel-Ange à Toulouse, les carrières de Saint-Béat ne sont pas les carrières de Carrare, il n'empêche qu'il y a eu une école de sculpture, tu disais, tout à fait exceptionnelle, et d'orfèvrerie plus exceptionnelle encore, et de fonte notamment. Donc ceci pour faire la jonction, et jonction qui se fait aussi par rapport à ce que tu disais avec la fameuse Palladia Tolosa, puisque au XVIe siècle, Toulouse va connaître sa renaissance, bien évidemment, renaissance humaniste d'abord, puis renaissance artistique, renaissance dans les textes, par les savants toulousains qui vont se tourner vers le passé toulousain, mais du passé toulousain, il n'y a plus rien, plus de ruines antiques, rien ne reste si ce n'est la muraille de Toulouse et quelques éléments épars. Par contre, il y a une antiquité de papier. Bien sûr, une célèbre Palladia Tolosa, vous imaginez, la ville des arts et de la sagesse, on va en faire des tonnes autour de ça, et on va revendiquer à Toulouse cet héritage antique à la Renaissance, dans la continuité exacte de ce qui se faisait en Italie au XVe siècle. Voilà, donc ça c'est le paysage. Alors rapidement, une activité artistique débordante, comme tu l'as dit effectivement, le grand incendie avec à sa suite des reconstructions en nombre dans la ville et de riches marchands et riches parlementaires qui ont pouvoir racheter d'immenses pièces de terrain. Là où il y avait 3, 4, 5, 10 masures, ils vont pouvoir racheter les lots et se faire construire des hôtels particuliers. Ça va commencer début du XVIe, l'hôtel par exemple du Vieux Raisin, par un parlementaire, puis l'hôtel de Pin par un grand humaniste, M. de Pin, qui correspondait avec Erasme. Toulouse va en plus, avec cet essor humaniste, essor des universités, avoir un essor de son imprimerie, tout va de pair, bien sûr, imprimerie qui va accompagner cette capacité à revisiter le passé et à préparer des expérimentations nouvelles. Voilà. Alors, l'architecture toulousaine est la marque la plus flagrante de cet essor qui est porté par une richesse à la fois commerciale et financière qui couche la ville. Vous connaissez bien sûr les grands édifices, je n'ai pas à revenir là-dessus, mais c'est accompagné de choses qui sont beaucoup moins connues dans le domaine de l'orfèvrerie, de la tapisserie, de la peinture. Et là, je vous renvoie alors au bouquin, bien sûr, et à ce qui est tiré de l'expo que nous avions fait en 2018 au musée des Augustins. Voilà. Donc, un évergétisme municipal aussi extrêmement important qui va s'exprimer par des questions toutes bêtes. Amener l'eau dans Toulouse, la fontaine de la place Saint-Étienne, le Griffoul de la place Saint-Étienne, c'est essentiel. Et puis, franchir la Garonne, le Pont-Neuf, la première pierre qui est posée en 1542. Et on va mettre pratiquement un siècle à terminer les travaux, terminés en 1629 seulement. Voilà. On aura même l'idée, à cette époque-là, de faire un canal qui va préfigurer le canal du Midi pour aller jusqu'à la mer. Pour vous dire si, voilà, les ingénieurs toulousains, tout ça, je vais résumer, mais il y a une effervescence extraordinaire. L'idée même, le franchissement de la Garonne paraissait totalement impossible à l'époque dans les conditions où il a été réalisé. Et pourtant, les ingénieurs toulousains vont être ensuite appelés jusqu'à Saragosse pour construire le grand pont de Saragosse. Et si on pourrait suivre au XVIIe et autres, jusqu'à l'école des ponts et chaussées, qui va commencer à Toulouse au XVIIIe siècle. Là, il y a une traduction des ponts et de l'excellence d'ingénierie qui est extrêmement puissante à Toulouse. Alors, peinture, sculpture, architecture, dans tous les domaines, bien sûr, c'est l'effervescence artistique. Arrive le XVIIe siècle, là j'accélère, voilà. Arrive le XVIIe siècle, marqué par deux événements très très importants, deux éléments qui sont très importants, qui sont ancré dans le XVIe, c'est d'une part, bien sûr, les guerres de religion, et Toulouse se trouve au centre même des guerres de religion. Évidemment, la Navarre protestante, toute l'importance de la Navarre protestante face à une Toulouse qui est violemment orthodoxe, un parlement ultra-catholique à Toulouse, et s'y greffe en plus la succession de France avec un roi de Navarre partir à la conquête de la France et qui va réussir. Et vous le savez qu'en quelques dizaines d'années, la Navarre va annexer la France. Bon, voilà. Ce n'est pas rien. Et c'est pour ça que, effectivement,
au Capitole, Henri de Navarre va être condamné par le Parlement de Toulouse, condamné à mort et fusillé en effigie. On va faire sa statue et on va la fusiller, l'arquebuser en place publique. Et du coup, en 1602, il va exiger que sa statue soit placée de son vivant. C'est exceptionnel, hein, c'est la première statue d'un roi de France qui est installée en place publique sur la place intérieure du Capitole. Donc Toulouse se trouve au centre là, de lutte de pouvoir et de religion extrêmement importantes qui vont se concrétiser au XVIIe siècle avec une contre-réforme extrêmement active menée par le cardinal de Joyeuse qui a assisté, au Concile de Trente. Et on va donc, à partir de là, voir tous les évêques suffragants de la région obéir au cardinal et à Joyeuse. Et on va mener, tambour battant, une politique à la fois de discipline de l'Église, de reconstruction des édifices détruits lors des guerres de religion et surtout de mise à jour artistique dans toute la région. Et à Toulouse, Toulouse va devenir... Alors, Toulouse était déjà un foyer artistique important au XVIe, mais alors là, ça va devenir un foyer d'un épanouissement fou. Il faut voir qu'on a des commandes de tabernacles, de retables, par lot de 10, de 30, de 50, pour le diocèse, les diocèses de Cahors, pour le diocèse de Rieux et autres. Voilà, une activité extrêmement forte dans le domaine de la peinture, de la sculpture, mais là, non plus à destination civile, qu'on avait pu le voir, et pas seulement civile, mais qui était quand même fortement civile au XVIe siècle, mais là à destination religieuse pour le XVIIe, Toulouse se trouvant au centre de cette effervescence de ce qu'on appelle la contre-réforme, c'est-à-dire le fait de contrer les protestants, là où plus les protestants niaient le pouvoir de l'image, plus les catholiques vont accentuer le pouvoir de l'image, accentuer les ors, les dorures, le luxe dans les églises. Vous connaissez bien la question, bien évidemment. Le plus bel exemple qui nous reste de cette période-là, vous le trouvez à Portée-sur-Garonne, avec l'immense retable du couvent des Clarisses de Toulouse, qui se trouve maintenant, depuis la Révolution, dans l'église de Portée-sur-Garonne. Nous en arrivons, là maintenant, je vais très vite, au XVIIe siècle. Alors, Toulouse, d'un point de vue artistique, a toujours été importante sur sa région, mais ne s'est jamais caractérisée par une dimension nationale. On en a les prétentions. Vous savez qu'on a énormément de prétentions à Toulouse, toujours. On en a les prétentions, bien sûr. Et du coup, Toulouse va réussir quand même à décrocher la timbale, en quelque sorte. Dès le XVIIe, on essaie de fonder une académie de dessin à Toulouse, avec, ce qui est exceptionnel, la pose d'après le dessin d'après le modèle vivant. Ceci va être mis au point, cette école-là va vraiment s'épanouir début XVIIIe siècle, où il va y avoir une première école de dessin à Toulouse. Et enfin, Toulouse va décrocher la timbale en 1752, il me semble, avec la création de l'Académie royale de peinture et de sculpture de Toulouse, qui est la deuxième, on peut dire seconde académie de France après celle de Paris, puisqu'aucune autre académie en France n'aura le titre d'Académie royale. Alors, c'est très ronflant. Bon, il n'en est pas sorti des artistes exceptionnels, malheureusement, si ce n'est un certain Ingres, voilà, hein, tout de même, ce qui n'est pas rien, mais si ce n'est aussi une école, quand même, une école d'excellence, toujours, notamment dans le domaine de la sculpture, et qui, au XIXe, donnera naissance à Marqueste, à Falguière, aux grands sculpteurs XIXe toulousains qui sont ignorés, et pourtant très importants. Et pour terminer, pour faire lien aussi avec tout ce qui a été dit auparavant et ce grand incendie de 1463, je remontais tout à l'heure en retard la rue Saint-Rome, la rue des Changes, puis la rue Saint-Rome, et il y a un fait qui est extrêmement frappant, hein, auquel on ne fait pas assez attention, mais qui relie toutes ces époques, c'est qu'après le grand incendie de 1463, on reconstruit les 2 tiers de la ville avec une priorité donnée à la brique et au torchis. Voilà, en minimisant le bois, mais on garde quand même des pans de bois, hein, il en faut, voilà. Et l'essentiel de la rue des Filatiers et de la rue des Changes et rue Saint-Rome, il y a encore énormément de bâtiments qui sont de cette époque, c'est-à-dire des années 1480 jusqu'aux années 1540, qui ont été, on dit aujourd'hui, customisés au 19e,
Car à Toulouse, au XIXe siècle, la qualité de la sculpture toulousaine va se traduire aussi à travers un nouveau matériau pour la sculpture, mais qui est pourtant un matériau ancestral pour les Toulousains, la brique, utilisée depuis les Romains pour les remparts de Toulouse. On a des mouleurs statuaires extraordinaires au XIXe, les Virbin, les Giscard et autres usines, véritablement. On sort des centaines de milliers de pièces et on va rhabiller les anciennes maisons. Et les maisons qui vont bientôt s'écrouler, celles qui se sont écroulées et celles qui vont s'écrouler, puisque vous avez vu, hein, on multiplie les échafaudages qui ne servent à rien, c'est assez ridicule d'ailleurs, c'est même dangereux. Oui, mais là, on est avec des maisons qui ont été, comment on disait, on a caché, en quelque sorte, au 19e. On les a camouflés. Voilà, comme dirait ma mère, c'est du trompe-couillon. Hein, véritablement. Et c'est-à-dire que là, il y a énormément d'éléments, des pilastres, des chapiteaux, des éléments en bois d'ailleurs aussi, ou en briques, qui cachent tout ça. Et c'est extraordinaire de voir ce bâti du 15e, 16e, en fait, qui est réhabilité au 19e siècle, mais c'est une parure. Et maintenant, ça s'écroule. Voilà. On peut remercier Pascal d'avoir centré sur les aspects artistiques, mais replacé dans le contexte général. Bon, évidemment, on ne peut pas tout dire en 5 minutes. L'affaire Calas. Mais non, mais tout est là. Oui, tout est là. Non, mais tu as fait allusion quand même à l'intolérance religieuse, etc. Donc, là, il y a l'affaire Calas, qui est quand même quelque chose d'important. Alors maintenant, donc, on va essayer de galoper encore, peut-être sur des périodes plus récentes, mais en mettant en exergue ce qui est nouveau dans le bouquin. C'est ce qu'on a essayé chaque fois de faire. Hein. Donc, Caroline Barrera, qui est une grande spécialiste de l'histoire intellectuelle et de l'histoire universitaire en général, elle a collaboré, elle a dirigé un livre très important sur l'histoire de l'Université de Toulouse. Et là, son chapitre également est passionnant. Elle va nous en parler. Merci. Alors, les 2 directeurs scientifiques de l'ouvrage nous ont fait le grand honneur de nous laisser 2 chapitres pour parler de l'histoire de l'université. On est très reconnaissants. Alors, il n'y a pas de chapitre sur l'histoire du Moyen-Âge, donc je te remercie d'avoir de l'université au Moyen-Âge, qui a été donc fondée en 1229, mais pour la 3e édition, on pourra peut-être y penser. Donc, avant de parler du petit chapitre que j'ai rédigé, je voudrais signaler celui de mon collègue Patrick Ferté, qui a rédigé un chapitre sur l'histoire de l'université à l'époque moderne, 16e, 17e, 18e siècle, et il se demande, que c'est son fil conducteur, comment une université qui était en très mauvais état à la fin du Moyen-Âge a réussi à devenir la 2e université du royaume, ce qu'elle est encore en 1793. Donc moi, je prends le relais, je commence à ce moment-là, 1793, qui est une date un peu particulière dans notre histoire scientifique, puisque 1793, les universités sont supprimées, toutes les institutions scientifiques sont supprimées, c'est une petite spécialité française, et donc il n'y a plus d'université. Alors dans mon chapitre, je commence en 1793 jusqu'à une période récente, et j'essaie d'interroger cette notion d'université de Toulouse, qui donne une impression d'unicité qui est un petit peu fausse parce que selon les périodes, eh bien, ça ne correspond pas à la réalité des choses pour différentes raisons. Des fois, c'est parce que l'État a un rapport un peu ambivalent avec ces universités régionales. Je vais y revenir. Parfois, c'est le système qui est organisé de façon un peu particulière en France, puisque, vous le savez, on a un système bipolaire dans l'enseignement supérieur entre les écoles, qu'on appelle de plus en plus les grandes écoles, et puis l'université. Et puis, les dissensions, elles peuvent venir aussi de l'intérieur de l'université, puisqu'il y a des structures, des organisations à l'intérieur des universités qui n'ont qu'une idée en tête, c'est de quitter le plus rapidement possible l'université. Alors, dans ce chapitre que vous pourrez lire, donc je reviens sur ces différentes périodes. La première période, c'est celle qui commence donc en 1793,
où Toulouse n'a plus d'université. C'est le temps des écoles spéciales, parce que les révolutionnaires pensent que le progrès scientifique ne peut pas se faire au sein de l'université, qu'il vaut mieux créer des écoles spéciales à l'échelle nationale. C'est l'époque où est créée l'école normale supérieure, par exemple, ou l'école polytechnique en 1794. Et à Toulouse, donc, on crée des écoles spéciales. L'école spéciale de droit en 1804, celle de médecine en 1806, mais pas d'université. Il faut attendre 1806-1808 pour que soient recréées des facultés, mais c'est une période où on a des facultés, mais où on n'a pas d'université. Alors je m'explique, en fait, Napoléon crée une superstructure qu'on appelle l'université impériale, qui correspond peu ou prou à notre éducation nationale, mais il n'y a pas d'université de Toulouse. Toutes les facultés qui sont sur le territoire de l'Empire sont reliées à Paris et sont très contrôlées par le pouvoir central. Donc pendant cette période, on a des facultés, mais on n'a pas d'université de Toulouse. La troisième période, c'est 1896, et là, ça y est, on a officiellement une université de Toulouse qui est créée, avec des facultés à l'intérieur. Alors ça reprend tout simplement les facultés qui existaient depuis la période de l'Empire, c'est-à-dire la faculté de droit, la faculté des lettres et la faculté des sciences, qui sont des créations de Napoléon. Il n'y avait pas de faculté des lettres, de faculté de sciences avant, et deux facultés de théologie. Une faculté de théologie catholique à Toulouse et puis une faculté de théologie protestante à Montauban. Et Toulouse n'a pas récupéré sa faculté de médecine, elle n'a que son école spéciale de médecine qui ne peut pas délivrer le doctorat en médecine. Donc les étudiants peuvent commencer leurs études à Toulouse, mais pour se faire graduer, ils doivent aller à Strasbourg, à Paris ou à Montpellier. Alors en 1896, on est donc sous la Troisième République, il y a un vaste mouvement de rénovation de l'enseignement supérieur, et donc au départ, les républicains voulaient créer seulement 4 ou 5 sites universitaires en France pour concentrer les moyens. Vous imaginez bien que toutes les villes qui avaient des facultés se sont mobilisées pour obtenir une université. Donc le combat a été rude à Toulouse, mené par Jean Jaurès, pour que Toulouse, que tu salues, pour que Toulouse ait son université. Ce qui est fait en 1896. Donc il y a des universités régionales qui sont créées et ce système va durer jusqu'en 1968. Alors là, on a officiellement cette unité. Et pourtant, il y a des dissensions, des bouleversements, et en particulier de la part des instituts techniques qui ont été créés par la faculté des sciences de Toulouse. Ces instituts techniques, vous les connaissez, ce sont les ancêtres de nos écoles d'ingénieurs. Et ces instituts techniques, l'Institut électrotechnique, l'Institut de chimie, fondé par Paul Sabatier, l'Institut agricole, eh bien ces instituts n'ont qu'une idée, c'est d'être indépendants et de quitter les facultés. Alors ils le font en 2 temps. D'abord en usant du statut d'institut qui est officialisé en 1920 et qui fait d'eux des instituts d'université et non plus des instituts de faculté, ce qui leur donne une autonomie budgétaire. Donc, vous voyez, c'est très pratique. Et puis, en 1948, ces instituts obtiennent de l'État, il n'y a pas que, c'est le même système un peu partout en France, de devenir des écoles nationales d'ingénieurs. Donc, c'est en 1948, un peu plus tard pour l'Institut de chimie. Donc on voit déjà qu'il y a des dissensions. On a aussi, avant 1968, l'État qui a une politique de décentralisation scientifique et qui délocalise à Toulouse les écoles d'aéronautique qui vont s'installer. Et donc cette université de Toulouse, même pendant cette période où elle existe officiellement, elle est en fait très diverse. La dernière période, c'est 1968, mai 68, et la loi Faure, qui est d'Edgar Faure, qui supprime cette université avec son conseil des facultés, et donc supprime cette unité
institutionnelle pour créer des universités pluridisciplinaires. Et donc, nos facultés se transforment en universités, Toulouse 1, Toulouse 2, Toulouse 3. Alors, à Toulouse 3, Paul Sabatier, les deux facultés médecine qui avaient été récupérées en 1891 et la faculté des sciences ne forment qu'une université. Voilà. Et depuis, l'université de Toulouse essaie de retrouver une unité, en particulier à partir des années 1990, avec toutes sortes d'épisodes, d'institutions. C'est un véritable feuilleton qui n'en finit pas, jusqu'à très dernièrement. Et je m'arrête là pour passer la parole à l'aéronautique. Merci. Donc, je me débrouille. Bravo. Il va falloir traiter le 19e et le 20e siècle. À toute vitesse, oui, on va aller très vite. Donc je vais faire une synthèse très rapide. C'est l'originalité d'ailleurs de cette histoire. En général aussi. Oui, mais on ne pourra pas tout dire là. Godechaux, qui est nos ancêtre à tous, a écrit que Toulouse est resté un grand village jusqu'à une date récente. Et Jean-Marc Olivier et ses élèves ont démontré qu'il y avait une force industrielle à Toulouse importante. Dès le 19e, oui, qui explique beaucoup de choses, oui. Alors si on reste dans le 19e, oui, vous savez que dans les anciennes éditions, celles dirigées par Philippe Wolff en particulier, on présente Toulouse comme un grand village au 19e siècle, ou une belle endormie, sauf qu'il y a un problème déjà statistique, c'est que Toulouse, pendant le 19e siècle, passe de 50 000 à 150 000 habitants. Or, la ville, qui était une capitale du Languedoc, devient une simple préfecture. Donc ces nouveaux habitants ne sont pas des fonctionnaires. C'est pas l'excédent des naissances sur les décès non plus. Comme vous le savez, la France est le pays qui rentre le premier au monde en transition démographique, suite aux nouvelles lois républicaines, puis le Code civil napoléonien. Les Français ont moins d'enfants, imprégnés de culture, de la terre, etc. Ils veulent pas partager entre tous leurs enfants, même s'il y a des possibilités d'avantager un peu encore aujourd'hui. Mais donc la France est le premier pays qui voit son nombre de naissance et de descendance moyenne par habitant diminuer. Donc c'est pas l'excédent des naissances sur les décès qui explique qu'on passe de 50 000 à 150 000 habitants. Ce sont des activités économiques, effectivement, qui sont très souvent invisibles parce que exercées par des femmes. Toulouse, au XIXe siècle, produit énormément, et à domicile, oui, merci de le préciser, produit énormément de chapeaux, de chemises, de chaussures pour enfants, les fameux fafios, et inonde d'ailleurs les marchés méditerranéens. Ce qu'on a longtemps pris pour de l'artisanat est en fait une sorte d'industrialisation douce dispersée, avec beaucoup de travail à domicile, et on divisait, parce que le chapeau, c'était un objet essentiel. Sortir sans chapeau, en particulier pour une femme, c'était comme sortir nu aujourd'hui dans la rue. Donc, il y avait des éléments de décoration essentiels, et chaque ouvrière à domicile, sur sa machine manuelle à coudre, était spécialisée, donc parfois devenait indépendante, et il y en avait, alors on les voit jamais apparaître, parce que c'est le mari qui est indiqué comme donneur d'ordre, comme distributeur du travail. Mais on s'aperçoit que ce sont des femmes. Et ça, c'est les approches micro-historiques grâce aux étudiants, comme tu l'as dit, de master et de doctorat, qu'on peut aller fouiller dans des archives plus précises. Parce que les femmes, on n'en parle que quand ça se passe mal. Souvent, les archives judiciaires, c'est ce qu'a montré la Microstoria, l'Alltagsgeschichte allemande. Les invisibles apparaissent, oui, quand on a besoin de les faire apparaître, finalement, au 19e siècle, mais déjà avant, c'est le même problème. Un peu dans le recensement, mais on ne met pas les professions. Ouais, on prendra un exemple concret. On ne met pas les professions des femmes. Elles sont femmes à domicile. Surtout si elles sont mariées, on ne met pas leur profession. Vous connaissez tous les fameuses entoileuses. C'est seulement depuis l'année dernière qu'on a un étudiant que j'ai mis sur un sujet de master. Les entoileuses de Montaudran, celles qui peignaient les toiles sur les ailes. Vous avez tous cette photo en tête de cette première usine aéronautique. On n'avait aucun nom de ces femmes. Ça y est, on a des noms. On a une dizaine de noms. Mais ça a été une opération d'enquête précise. Voilà. Donc c'est Stéphane Perrac, un étudiant de master, qui a réussi à faire cela, mais il faut beaucoup de temps. Alors, que s'est-il passé à Toulouse ? Eh bien, des activités invisibles. Et pourquoi l'aéronautique ? L'aéronautique à Toulouse. Alors, il y a deux thèses. Une thèse, on va dire, parisienne pour faire simple, et une thèse toulousaine. La thèse parisienne, c'est Toulouse n'y est pour rien. C'est pendant la Première Guerre mondiale, il faut produire plus d'avions. Donc, on va produire des avions, mais loin du front. Et entre autres, le meilleur avion d'observation, le fameux Samson 2A2, exposé au musée L'Envol des Pionniers à Montaudran.
C'est un avion reconstitué. Donc, eh bien, on demande s'il n'y a pas un patron toulousain qui serait prêt à le faire, par exemple, mais on demande à d'autres. Hein. Et il y en a un, Pierre-Georges Latécoère, comme vous le savez, qui dit oui, je veux bien construire des Samson 2A2 sur plan. Et il n'a pas intérêt à se tromper parce que les avions qui doivent être livrés sur le front décollent devant l'usine. C'est la fameuse piste l'envol des pionniers aujourd'hui. Et ça marche. Donc il a une commande de 1000 avions. On lui paye une usine avec 3 grandes halles. Aujourd'hui, c'est un musée des arts de la rue. Je crois que ça a été transformé un peu. Voilà. Donc c'est Halles de Montaudran, les annexes. C'est la première usine aéronautique à Toulouse. Tout commence en 1917-1918. 1000 avions commandés. Donc, et ensuite, Pierre-Georges Latécoère, comme vous le savez, continue. Alors comment il a pu produire ces avions? D'accord, il avait les plans, oui, la commande, l'argent, l'usine. Mais il faut trouver des ouvriers. Et en plus, on est pendant la Première Guerre. Donc, il a fallu trouver des ouvrières. Et c'est là que tout vient de Paris, doit être nuancé. Alors, tout vient pas de Toulouse non plus, la vérité est souvent entre les deux. S'il n'y avait pas eu ces ouvrières qui avaient des capacités à maîtriser le textile, le fait d'enduire des tissus, de les tendre, de les fixer, plus des ouvriers aussi, quand même, quelques ouvriers qui sont démobilisés, qui savent travailler le bois, parce que ces avions sont en toile et en bois. S'il n'y avait pas eu cette main-d'œuvre qualifiée dans cette Toulouse de 150 000 habitants où on a énormément de gens qui ont des compétences, jamais Toulouse n'aurait pu développer son industrie aéronautique parce que ensuite ça continue. Alors ça continue pas avec Pierre-Georges Latécoère, mais il y a eu une vraie industrialisation, vous le savez, pendant la Première Guerre. Hein. On produisait quelques centaines d'avions maximum avant 1914. On en produit des dizaines de milliers pendant la guerre, en particulier en France. Donc on change d'échelle. Et Toulouse entre dans le paysage. Paris reste la place principale. Il faut attendre quand même l'après-Seconde Guerre mondiale pour que Toulouse soit vraiment la capitale française de l'aéronautique. Oui, mais Pierre-Georges Latécoère, il se dit il y a des milliers d'avions à vendre pour un franc symbolique, j'arrête, je vais faire les lignes Latécoère qui deviennent ensuite l'Aéropostale en 1927. Et là, il recommence à produire des avions en 1927, des hydravions. Les fameux hydravions Latécoère qui traversent l'Atlantique, le fameux hexamoteur gigantesque, hein, mais ça ne marche pas en fait. S'il gagne de l'argent, hein, et l'affaire des pièces d'or le confirme, il a gagné beaucoup d'argent, les pièces d'or du château de Ramonville. Ceux qui sont de Ramonville connaissent. Sinon, vous lisez dans le livre, j'en parle un peu, mais surtout, il y a une histoire de Latécoère chez Privat. Il gagne beaucoup d'argent parce qu'il produit des avions pour l'armée, qui lui avance l'argent, et entre autres des hydravions torpilleurs, qui sont produits à Toulouse, mais qui, bien sûr, décollent pas de Toulouse, mais de l'étang de Biscarrosse. Donc, il y a des liens, on les transporte, etc. Alors, comment les choses évoluent ensuite? La production d'avions reprend effectivement en 1927 avec Pierre-Georges Latécoère, mais il y a aussi un de ses bras droits, un technicien du Nord qui avait été envoyé en Russie pendant la Première Guerre pour aider les Russes à produire des avions, qui s'appelle Émile de Voitine. Et quand la révolution russe éclate, on lui dit faut aller aider Pierre-Georges Latécoère à Toulouse. Donc Émile de Voitine vient l'aider, mais lui c'est un passionné fou d'avions de chasse. Et en 1918, le 11 novembre, il décide de continuer à produire des chasseurs de plus en plus performants, le D1, le Voitine 1. Et il y en a au moins un que vous connaissez, c'est le de Voitine D520, le fameux chasseur français qui a battu pas mal de Messerschmitt BF-109 et qui a aidé quand même les Britanniques à remporter la bataille d'Angleterre, parce que il y avait des pertes importantes pendant la bataille de France quand même, contrairement à ce qu'on a longtemps dit. Alors, comment Toulouse devient la capitale? Alors, française, européenne, parce qu'aujourd'hui Toulouse c'est une capitale européenne de l'aéronautique. Hein. Alors, mondiale pour certains, comme vous l'avez compris, on va y venir, hein. Alors, on lancera le débat après. Oui, on peut dire européenne parce qu'en fait, c'est à Toulouse que se concentre le plus grand nombre d'employés, le plus gros chiffre d'affaires, les plus importantes exportations, la plus grande quantité d'avions produits. Mais surtout, il n'y a qu'à Toulouse qu'on assemble tous les Airbus. Hambourg, on assemble énormément d'avions, mais que la famille du 320. Les Airbusiens sont là, ils savent qu'on dit 320, on dit pas 320 quand on est de chez Airbus. Voilà. Bon, c'est une imitation du 737, etc., façon Boeing. Capitale mondiale. Ah, la question est posée, donc il faut que capitale mondiale. Boeing étant... Oui, duopole. Non, c'est pas à cause de ça. Pas uniquement. Avant déjà, c'est la capitale mondiale pour certains, parce qu'en fait, la ville de Boeing, c'est Seattle. Et en fait, ce qui se passe en 2000 ans, c'est que, bon, après les rachats de Douglas, entre autres, Boeing sont les financiers qui prennent le pouvoir et ils décident d'enlever le siège social de la ville des ingénieurs, des inventeurs, la ville de Bill Boeing, dans l'État de Washington, Seattle.
est de mettre le siège social à Chicago. Puis ensuite, il le déménage encore dans la région de Washington, comme vous savez, ainsi de suite. Donc, Seattle n'est plus vraiment la capitale totale de Boeing. Alors qu'à Toulouse, il se passe l'inverse. Il n'y a qu'un Allemand qui a pu le faire, forcément, Tom Enders, qui a dit tous ces sièges sociaux, là, entre Bruxelles, etc., Paris, on va tout regrouper à Toulouse, on crée un siège social opérationnel avec un super site à Toulouse-Blagnac. Donc, Toulouse, c'est à la fois le lieu de production, où on assemble tous les types d'avions Airbus, mais c'est aussi le centre décisionnel maintenant. Et ça, depuis, ça s'est déroulé dans la première moitié de la décennie 2010, entre 2012 et 2016. Donc on peut dire, effectivement, que quelque part... En plus, il y a les ennuis de Boeing, bien sûr, mais ça peut arriver à tout le monde. Hein, donc, c'est devenu la capitale mondiale de l'aéronautique. Alors, les grandes étapes, je suis obligé de faire très vite parce que là, j'ai déjà pris du temps. Hein. Les grandes étapes qu'il faut retenir pour comprendre comment cette affaire triomphe. Alors, on dirait, il y a le Concorde, tout vient du Concorde, toutes les innovations viennent du Concorde, etc. Là, les historiens sont plus prudents et les archives le montrent. Même André Turca, vous savez, qui a déposé ses archives, qui est docteur de notre université en histoire de l'art. André Turca a eu 2 vies, hein, comme vous le savez. Donc, c'est un collègue, finalement. Et André Turca, oui, c'est le patron des essais Concorde. Mais là, je crois qu'on est beaucoup entre boomers, donc tout le monde a entendu parler d'André Turca. Donc, oui, je crois que ça, ouais, le chef pilote d'essai Concorde. Alors Concorde, vous le verrez dans le livre, on le dit aussi dans d'autres ouvrages, c'est un succès technique, quoi qu'il faut nuancer quand même, parce qu'il y a un crash quand même. Un crash sur 14 avions vendus. 14 avions vendus, Concorde. 20 produits, 6 pour les essais, 14 vendus. C'est peu. Produits dans 2 usines différentes, une au Royaume-Uni, une en France. Donc ça fait 7 avions par usine, hein, des nouvelles usines construites spécialement. La barre de rentabilité pour un avion, on commence à gagner de l'argent à partir 500 avions, on va dire. Le Concorde, c'est pas un avion comme les autres. Il y a eu plus de 10 ans de mise au point. Donc il fallait en vendre, selon certains, au moins 1000, et pour certains, plutôt 2000. 2000 moins 14, vous voyez, où vos impôts ont permis de financer les Concorde quand même, parce qu'il en manque quand même à l'arrivée, 1986, des Concorde pas vendus. Voilà. Donc c'est un désastre commercial, peut-être le plus grand désastre commercial de l'histoire économique française. Hein. Oui, c'est une image, oui, sauf qu'il y en a un sur 14 qui s'écrase. À la même époque, les Boeing Paris sur le 747. 1500 avions produits, un peu plus de 1400, on va dire, presque 1500 avions vendus. Boeing 747, le Big Boss. Il n'est pas supersonique, mais il se vend bien. Si on mettait la même proportion, un sur 14 qui s'écrase, ça en fait 100 qui s'écrasent de Boeing 747. Hein. Bon, ils auraient arrêté au deuxième de l'utiliser, mais ça vous donne une idée quand même, ça pose problème. Donc, attention à l'apologie, voire la géographie du Concorde. En fait, c'est Airbus qui se développe au même moment. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques technologies de Concorde qui passent chez Airbus, mais en général, il y a un grand mépris des ingénieurs Concorde pour les ingénieurs Airbus. Ils appellent l'Airbus A300B, le seul au monde que vous pouvez voir, c'est Aeroscopia. Un seul de conservé. Tous les Concorde sont celui qui s'est écrasé et un qui a servi de pièces détachées. Les 18 autres sont dans des musées ou exposés dans les aéroports. Les 576 Airbus A300B vendus, enfin rentables, il n'y en a qu'un de conservé, Aeroscopia. Donc, allez le voir. Vous pouvez passer de l'Airbus au Concorde, c'est formidable. Donc, voilà. Donc, Airbus, en fait, s'est développé en parallèle. Et les ingénieurs Concorde appelaient l'Airbus A300B la grosse vache. Mais l'Airbus s'est vendu. Donc, il y a une grosse différence. C'est un succès commercial qui se démonte pas. Alors, on a dû surmonter des choses. Au début, il se vend mal. Le marché états-unien résiste. Et il faut attendre la grande commande d'un homme qu'on ne peut pas empêcher d'acheter des avions européens, parce que c'est un héros national, c'est Frank Borman, l'astronaute, qui a créé Eastern Airlines, compagnie aérienne. On lui prête gratuitement, parce qu'on ne sait plus comment vendre les Airbus A300B. En 77-78, on lui en prête plusieurs, gratuitement, il les essaye, il dit « c'est le meilleur avion, je commande celui-là ». Et tout le monde se tait aux États-Unis. C'est comme ça qu'Airbus, en 1978, grâce à la commande de Frank Borman, entre vraiment sur le marché de l'aéronautique. Après, il y a eu beaucoup de combats à mener parce que la 300B, c'est un moyen courrier. Le gros marché le plus prestigieux sont les longs courriers, comme le Concorde. Et donc là, il y a eu des tentatives qui sont des échecs commerciaux. Le 310, la 310... 330, 340, heureusement il y a le 330 biréacteur qui est plus rentable, qui se vend pas trop mal, mais le 340 c'est un échec, le quadriréacteur. Le 380, mauvais choix, on veut faire du point à point, on veut pas passer par les hubs, ça, on perd trop de temps dans les aéroports, surtout avec la sécurité.
Heureusement, Airbus a des compétences extraordinaires et a réussi à développer un 350 long courrier compétitif. Voilà. Donc, l'histoire d'Airbus, c'est compliqué. Elle est résumée dans un chapitre de synthèse, comme il y a des chapitres de synthèse donc en histoire de l'art, des chapitres de synthèse sur l'histoire de l'université, un chapitre de synthèse aussi de Didier Foucault sur l'histoire de la médecine, donc à Toulouse. Donc là, vous avez pour la première fois un chapitre de synthèse sur l'histoire de l'aéronautique qui vous permet de faire le tour. Bon, vous pouvez poser des questions. Désolé, j'ai été un peu long aussi. Oui, alors, il le mérite. Et je suis frappé par le maintien d'une grande attention pendant tous ces exposés, ce qui m'oblige à me faire harakiri. Pour vous parler du 19e et du 20e siècle, je vais simplement évoquer sur les dizaines de pages que j'ai écrites, quelques points qui me paraissent fondamentaux. Bon, j'ai surtout travaillé la politique, l'histoire politique. Jaurès, dans son premier article, le 21 janvier 1887, dans la Dépêche, il en a fait 1312 qu'on a publié, disait à Toulouse est une ville républicaine. Elle était déjà à ce moment-là, et même sous le Second Empire, elle a élu en 1865 une municipalité républicaine. Et puis elle a fait une commune, une petite commune qui a duré 3 jours, et sans qu'il y ait de morts. Ce qui fait que tout le monde l'a oublié. Il faut qu'il y ait du sang sur les murs, etc. Là, non, c'est terminé par un compromis et ça s'est passé comme ça. Donc, il disait, Jaurès, à Toulouse, qui est vraiment fondamentalement républicain, les partis, il y a plusieurs partis et aucun ne domine. Donc, il faut qu'ils s'attendent pour que ça puisse avancer. Et s'ils ne s'entendent pas, bien sûr, il y a des disputes, etc. Et je crois que c'est quelque chose qui a parcouru toute l'histoire de Toulouse depuis ces époques anciennes. Toutefois, on ne peut pas éviter de constater que Toulouse a été marquée par une longue présence des socialistes à la mairie. Et en particulier d'Étienne Billière, qui est resté seulement 10 ans, parce qu'il est mort quasiment subitement, en 1935, après 10 ans de mandat. Et nous avons encore des monuments qui marquent cette époque. La bibliothèque du patrimoine, le parc des sports, la bourse du travail, ce sont des points forts. Et on retrouve d'ailleurs le goût artistique dans ces immeubles et la force sportive qui marque beaucoup, et également la volonté de diffuser à la fois la culture, l'art et le sport dans toutes les classes sociales. Et je crois que ça, c'est l'apport peut-être le plus fort de ce socialisme municipal qui s'est ensuite contesté, qui a été ensuite contesté et qui s'est perpétué aussi, parce qu'on constate parfois que les différentes municipalités, tout en s'imposant par rapport aux municipalités précédentes, continue ce que les municipalités précédentes avaient lancé. Bon, je n'insiste pas, mais c'est dans le bouquin. On n'a rien caché. Et comme Caroline, qui tout à l'heure soulignait les rivalités, les difficultés à unifier l'université, on n'a pas caché les dissensions politiques qui se font. Alors, j'ai accordé également quelques attentions. J'ai consacré une page quand même au rugby. Parce que Toulouse est historiquement, depuis 1912, avec le premier Brennus qui est arrivé au Stade toulousain, a marqué vraiment l'histoire du rugby français et même européen, puisqu'il y a les étoiles sur le maillot de nos joueurs. Mais je crois que ce qui est important aussi de noter, c'est que c'est à Toulouse que le rugby, sport d'élite, un petit peu en Angleterre et même en France à ses débuts, à Toulouse est devenu un sport populaire par les supporters et par les joueurs, petit à petit, puisque ce sont les vétérinaires qui ont diffusé à travers les bouchers, à travers les catégories plus populaires, ce sport. C'est aussi les différents clubs de quartier et d'entreprise, le TOEC, qui était finalement le club de la mairie, Toulouse, le E de TOEC, c'est employé, c'est pas étudiant. Donc, et d'autres clubs.
Et je crois qu'il y a une grande propension à faire du rugby un sport populaire. Et je crois que c'est important que Toulouse soit un petit peu en exergue sur ce plan-là. Voilà. Donc, je dirais rien d'autre parce que l'attention va faiblir et ça va nous attrister. Donc, il vaut mieux arrêter et vous donner la parole. La rencontre que vous venez d'écouter a été enregistrée à la librairie Ombre Blanche le 18 janvier 2025 avec les auteurs et directeurs de l'ouvrage Histoire de Toulouse et de la métropole aux éditions Priva, Rémi Pech, Jean-Marc Olivier, Jean-Marie Pallier, Agathe Roby, Pascal Julien et Caroline Barrera. Réalisation et mise en onde Radio en partenariat avec Radio Plus et Radio Terre.